Nous allons suivre une étoile. Dans la lumière pâlissante de Noël et surtout de l'Épiphanie, ça n'est pas trop étonnant. Mais cette étoile va nous conduire, comme les rois mages, dans le plus grand mystère humain, qui est la création artistique. Un mystère insondable, et pourtant toujours plus intelligible. Les mystères ne veulent pas dire qu'on ne peut pas comprendre. En philosophie et en théologie, mystère veut dire qu'on n'en finit pas de comprendre, mais on comprend. Nous avons besoin d'une étoile parce que c'est un domaine difficile à exprimer, à faire venir en concept, à comprendre. Cette étoile, c'est tout simplement l'idée créatrice. C'est elle qu'on va prendre comme guide tout au long du cours. Et l'idée créatrice a été formulée par saint Thomas d'Aquin d'une manière étonnante au XIIIe siècle. Et cette formule qu'il nous en donne, je m'en vais vous la proposer, je m'en vais la mettre au tableau noir. Et même si vous ne savez pas le latin, tout le monde n'a pas le privilège d'être professeur de latin, mais même si vous ne savez pas le latin, je vais vous demander de la transcrire pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut la sauvegarder. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas être très nombreux à nous laisser encore guider par ces petites formules d'une densité, d'une profondeur dont on n'a pas idée, et vous verrez jusqu'où elle va. Aujourd'hui, dans le monde contemporain, qui encore sait discerner, sait se laisser guider par ces petites formules magiques, elle est presque magique parce qu'elle ouvre toutes les portes. Et la deuxième raison, c'est parce que justement, nous allons l'utiliser pendant, en tout cas, tout ce cours et peut-être même le suivant. La formulation de l'idée créatrice. Et comme toujours, ne vous laissez pas abuser par l'apparente banalité de la formule. Vous n'imaginez pas la profondeur. Très simple. Id, je traduirai. Quod recipiens artifex operator. Voilà. Je traduis littéralement excusez-moi, id ad code. Ce vers quoi, regardant, l'artiste ou l'artisan opère, travaille. En français alors plus abordable pour nous, ce que regarde l'artiste lorsqu'il crée, ce qu'il regarde, ce qui le guide, ce qu'il ne perd pas du regard à aucun moment donné pendant qu'il fait son œuvre. Id ad quod recipiens, recipiens c'est le participe, artifex operator. Deux mots de vocabulaire. D'abord le mot artifex. Vous voyez pourquoi je vous la donne en latin? Parce qu'en français, c'est artiste et artisan. Art veut dire fait par l'art du chaudronnier, l'art du nautonnier. L'art, au sens premier du terme, ce n'était pas les beaux-arts, c'était la technique qui consistait à faire un objet. Mais ça veut aussi dire l'artiste. Alors, je préfère le latin parce que ça va pour toutes les deux. Fex veut dire faire. Et d'autre part, operator, c'est beaucoup mieux. Je traduis par lorsqu'il crée, lorsqu'il travaille, lorsqu'il élabore. Mais je préfère le mot operator. D'abord, il y a le mot opéra, qui est peut-être un des arts les plus complets, les plus riches de la production humaine. Opéra vient de là, du reste. Hein. C'est l'étymologie, ce qui veut dire les œuvres. Alors, ce vers quoi, regardant, il regarde l'artiste ou l'artisan lorsqu'il crée, lorsqu'il travaille, lorsqu'il élabore. Bien.
Il y a deux applications de cette formule. La première, c'est un peu récapituler ce qu'on a dit la dernière fois, c'est lorsque l'idée créatrice est consciente, elle est explicite. Exemple, alors ce sera le beau du vrai. Alors, petite répétition, on l'a vu la dernière fois. Ici, c'est l'imagination. Ici, c'est l'intelligence. Et ici, c'est la réalité. Un artisan, un homme, a une idée. C'est une idée, donc elle est abstraite. Elle n'est pas figurative, mais elle est féconde. Pourrait-on utiliser la compression de la vapeur pour un travail mécanique, de traction mécanique? Il ne sait pas encore ce que ça va donner, mais l'idée est très simple. Il se dit, mais enfin là, j'ai une source d'énergie, c'est incontestable qu'on pourrait la canaliser. Il ne voit pas encore très bien comment. Est-ce que ce sera un jet de vapeur sur une roue à aube, ce qui a été au début? Est-ce que ce sera, plus tard, ce sera le piston? Peu importe. Toujours est-il qu'il a une idée très simple de utiliser la vapeur pour un travail. Répétition que tout cela. Id ad quod recipiens artifex operatur. Il ne va pas cesser, mais des générations entières. Le premier qui a eu l'idée d'utiliser la vapeur pour un travail de traction mécanique, il n'a pas vu sortir une locomotive dans la réalité, il a vu une espèce de pachyderme incroyable avec deux pistons à fléau, c'est-à-dire qui alternaient de chaque côté de la chaudière. Enfin, c'était quelque chose d'antédéluvien. Peu importe. Mettons peut-être ça au pluriel, ce que regardent les artistes lorsqu'ils opèrent. Qu'est-ce qu'il est arrivé dans la réalité? Au terme, une puissante machine qui fait la traversée du continent américain, je vous en montrerai quelques représentations, elles ne sont peut-être pas très bonnes, mais enfin ça vous donnera une suggestion, qui, jusqu'au dernier boulon, vous m'entendez bien, est conforme à l'idée. Si je demande devant cette machine, dont rien n'est fait pour l'esthétique, on n'a absolument pas cherché, même pas la couleur, c'est une question de rentabilité. Si je demande, mais pourquoi il y a ce rivet à tel endroit, conforme à l'idée créatrice? Pourquoi? Parce que de nécessité, lorsqu'il fallait obtenir l'efficacité maximale, il fallait que tout fût en place. Et le résultat, c'est beau. C'est-à-dire, ça a la beauté de la technique, dans quelque domaine que ce soit. C'est-à-dire, cette espèce, disons, de magnificence de l'intelligence. Parce que devant cet objet, on est saisi par... Peut-être qu'on ne le comprend pas. Je vous avais aussi donné l'exemple des ordinateurs. Lorsque on est devant ces circuits imprimés, vu au microscope, parce que tellement petit, mais on voit que c'est de la condensation de l'intelligence. Rien n'est gratuit là-dedans. On ne comprend pas. Qui le comprend? Mais quelques génies, et encore ils sont plusieurs là aussi. Mais nous, spectateurs, comme quand on ouvre le boîtier de sa montre, je me rappelle quand on était gosse, on poussait un cri d'admiration, parce qu'il y avait de l'intelligence condensée. On savait que rien n'était gratuit. Et quand on voyait bouger ces petits éléments, on était absolument saisi par quelque chose de beau. C'était de l'intelligence condensée, matérialisée, si vous voulez. C'était tout simplement le reflet d'une idée créatrice. C'est ce qui la rendait belle. J'ai trouvé une phrase de Platon qui m'a titillé l'esprit et que j'ai trouvé stimulante. Il dit ceci dans La République, chapitre 5, « Il n'y a rien, certes, qui se dise ni qui se soit dit de mieux que ceci. Ce qui est utile est beau, ce qui est dommageable est laid. » Vous me pardonnerez, je vais corriger un tout petit peu Platon sur un mot, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout à fait juste. Il va dans la bonne direction, si vous voulez. Mais ce n'est pas vrai que ce qui est dommageable est laid. Il y a des plantes vénéneuses, splendides, admirables, et qui vous envoient dans l'autre monde en moins de temps qu'il faut pour le dire. Il fallait simplement corriger, il ne faut pas dire ce qui est utile est beau,
simplement ce qui est fonctionnel est beau. C'est-à-dire, lorsqu'un appareil, lorsqu'une réalisation humaine fonctionne, lorsqu'elle est l'expression de l'idée, alors elle est belle. C'est-à-dire, mystérieusement, elle exprime d'une manière de plus en plus condensée. Au début, évidemment, il y avait des éléments inutiles, c'est-à-dire qui étaient encore mal maîtrisés, la matière semblait un peu gauche, et lorsque génération après génération, on est fidèle à l'idée créatrice, id ad quod recipiens artifex operatur, on obtient toujours quelque chose de beau. Je vous avais donné des exemples, je ne vais pas y revenir. Encore une idée. Si vraiment ce que nous disons est vrai, c'est-à-dire si la réalité d'une locomotive, je pensais encore l'autre jour aux motocyclettes, à la motocyclette. Les dernières, les Harley Davidson, enfin vous prononcerez mieux que moi, mais c'est extraordinaire. Il y a très peu de choses qui sont faites pour l'esthétique. Je ne parlerai pas de l'automobile parce que, comme je vous l'ai dit, l'automobile, il y a un aspect technique et un aspect de style, c'est-à-dire artistique. C'est un peu la maison ambulante de l'homme, et on verra, architecture, c'est art et technique. Mais la motocyclette, non. Pratiquement, on n'est pas... Il y en a quelques-unes qui sont carrossées et on sent que ça fait un tout petit peu toc. Il faut rester alors très sobre pour que vraiment ce soit au service de l'aérodynamisme. Alors ça marche. Mais c'est d'une beauté formidable. Même si on peste contre la motocyclette parce qu'elle charge l'atmosphère de pestilence, c'est une autre considération. Cet objet qu'on a devant soi, qui consiste à partir d'une autre idée créatrice, peut-on utiliser le moteur à explosion pour un véhicule à une place en équilibre sur deux roues, enfin, peu importe l'idée créatrice, comme elle est formulée. Mais au terme d'une évolution de plusieurs années, ça a été long. Au début, c'était des motocyclettes, mais enfin, c'était encore des espèces de drésines mal maîtrisées. Mais si notre analyse est juste, c'est-à-dire la réalité au terme d'une évolution très comparable à l'évolution naturelle, c'est-à-dire des animaux, arrive à être fidèle au maximum de l'idée créatrice, alors elle est toujours belle. Ce n'est pas que ce soit utile, c'est que c'est fonctionnel. Mais alors la conclusion, c'est qu'alors elles doivent toutes plus ou moins se ressembler. Deux choses semblables à une troisième sont semblables entre elles. Aussi, c'est un principe de philosophie. Puisque de toute façon, toutes les locomotives ou toutes les motocyclettes ou à la rigueur toutes les voitures sont de plus en plus semblables. Et c'est très vrai. Au début, je vous enverrai quelques photographies, c'est incroyable ce qu'il y avait comme voiture, comme solution inadaptée, pas tout à fait. Quelques-unes étaient très tributaires encore de la diligence, de la calèche et tout ça, avec des solutions extrêmement hurluberlues, mal maîtrisées. Et maintenant, aujourd'hui, les voitures d'un certain niveau, d'un certain style, se ressemblent d'une manière étonnante. J'ai trouvé, du reste, une illustration de ce que je vous dis. Dans un magazine, je ne me rappelle plus lequel, jeu de reconnaissance. On a mis 10 voitures de marques différentes. Il y a des japonaises, des françaises, des italiennes, enfin je ne sais pas, je ne connais pas très bien les marques. Et le jeu consiste à les reconnaître. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je pense quand même que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Elles sont indiscernables, à part, je vous avais dit, il y a quand même dans la couleur, dans un certain aérodynamisme, encore l'aérodynamisme, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si vous voulez avoir l'efficacité d'un véhicule qui profite de l'air et qui fait une moindre résistance, vous arriverez à un profil semblable. Ce n'est pas qu'ils se copient, justement, ils n'aimeraient pas être semblables. Parce qu'alors, ils sont obligés dans la propagande de raffiner sur les gadgets, sur l'airbag, sur la climatisation. Mais si un pouvait tout à coup donner à sa voiture quelque chose d'original, il y a Ferrari qui essaye. Seulement, c'est des voitures, alors, haut de gamme. Alors, évidemment, elles sont un peu différentes des autres. Mais celle de Monsieur Tout-le-Monde
elles sont toutes semblables, au point qu'on a fait un petit jeu qui n'était pas en fonction de la théorie que je vous fais. Tout simplement, on s'est dit, il y en a 10, alors ils donnent la solution, la Mazda, la Honda, la Fiat, l'Opel, ce qu'on dit. Donc, notre analyse est juste. C'est bien lorsque la réalité est conforme à l'idée créatrice, et si conforme de gré ou de force, parce qu'elle répond à une nécessité, il y a une intelligibilité, il y a de l'intelligence dans ces voitures, alors elles ne peuvent pas ne pas se ressembler. Ce ne sera pas du tout la même chose en art, bien sûr, tout à l'heure. Ce sera le contraire. Maintenant, j'aimerais encore rendre un petit hommage à saint Thomas, qui a résumé ça dans une formule très simple, et qui a dit, cette sorte de beau, cette beauté-là, il l'appelle, on va le mettre ici, splendor veri, la splendeur du vrai. On ne pourrait pas mieux dire. Les voitures, c'est vraiment le beau du vrai. Pourquoi du vrai? Parce que c'est conforme à l'idée créatrice. Rappelez-vous, la vérité, c'est toujours un rapport de conformité entre une intelligence et la réalité. Là, c'est la réalité qui est conforme à l'intelligence. Dans la connaissance, c'est le contraire. C'est l'intelligence qui est conforme à la réalité. Splendor veri, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est magnifique, qui éclate d'intelligence, l'intelligence du vrai. Et même si on ouvre son boîtier de montre, encore une fois, il ne s'agit pas d'une splendeur tapageuse et spectaculaire, mais non. Tout simplement, il y a cette chose fabuleuse où l'enfant, je me rappelle la première fois, j'avais changé de voiture et mon moteur était neuf, évidemment. Il était pas, on n'avait rien fait pour l'esthétique non plus, on ne va pas soulever le capot d'une voiture pour l'admirer. Eh bien, pourtant, on l'a admiré. Il y avait des gosses autour de moi. Par hasard, j'ai ouvert et moi-même, j'étais surpris. Je me dis, mais est-ce que c'est beau? Cette condensation de tous ces éléments, on ne comprenait pas très bien. Oui, moi, j'avais repéré la batterie, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que cette condensation d'éléments qui vont agir les uns sur les autres avec une sobriété, une condensation de moyens, c'était époustouflant. Et je vois encore ces gosses qui ne comprenaient pas plus la mécanique que moi pousser un cri d'admiration. Parce que c'était beau. Alors, pendant 2-3 fois, ils m'ont demandé d'ouvrir le capot de la voiture. Ça a fini par les lasser, et puis d'autre part, il s'est un petit peu encrassé, mon moteur. Voilà ce qui est en cause. Id ad quod recipiens artifex operatur. C'est vraiment non seulement une étoile, parce qu'elle va nous guider pendant tout le cours, c'est même une comète, parce qu'on va la suivre, cette formule. Jusqu'à présent, elle était facile. Hein? C'est facile, c'est vrai. On a une idée, c'est ça l'idée. L'imagination n'est pas l'idée. J'introduirai le problème d'imagination tout à l'heure. Maintenant, on va changer complètement de registre. Le beau de l'un, c'est-à-dire l'art. Ça, c'est pas de l'art. Absolument rien à voir. À aucun moment, un ingénieur se dit « je veux quand même faire la cheminée à peu près comme ça parce qu'elle est plus belle ». On n'est pas là pour s'amuser. Et pour les avions, vous imaginez, si on commençait à se dire « il me semble que cette voilure est plus élégante », je dis bah, « vous allez vous casser la gueule ». Vous faites des études en soufflerie et puis c'est tout. Du reste, vous vous rappelez que quand le Concorde est sorti, quelques années après, les Russes ont sorti un Concorde. C'était son frère jumeau, de nouveau. Il paraît qu'ils avaient copié. Il y avait eu de malversation, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un espionnage économique. Mais peu importe, je n'en sais rien. Mais c'était incroyable. Lorsque vous voulez faire un avion un avion de transport collectif, qui dépasse le mur du son, vous êtes obligé de lui donner une certaine forme, sinon, évidemment, il n'arrivera pas à être conforme à l'idée créatrice, et vous obtenez un objet, que vous soyez chinois, japonais, de l'Est ou de l'Ouest, il aura à peu près le même profil. Maintenant, regardez bien. On va passer non plus au splendor veri, mais à la splendeur de l'un. Il ne s'agira plus du vrai, il s'agit de l'un, alors, c'est-à-dire de l'art.
il y a une modification à faire, tout simplement. C'est que l'idée créatrice, elle n'est plus formulable. Je ne la connais pas. Alors vous me direz, alors ça doit être très drôle. Id ad quod recipiens artifex operatur, et puis ne voit rien. Minute. Cette idée créatrice, elle existe, bien sûr. Elle est d'une fécondité dont on n'a pas idée. Mais je ne peux y accéder que par contre-coup, par ricochet. Je m'explique. L'intelligence, c'est la faculté de l'âme, mais je ne veux pas employer le mot âme. Vous saurez que quand je dis âme, évidemment, j'aurais pu dire l'âme, le psychisme, mais je préfère dire l'esprit. Parce que l'âme est trop connotée avec la religion, avec d'autres notions. L'intelligence est une faculté, c'est-à-dire une possibilité que l'esprit a, par sa réflexivité, de comprendre et de voir qu'il voit. On avait déjà vu ce problème. Mais, je le dessine un peu sous la forme d'un homme. Il y a la pointe de l'esprit qui émerge de la matière et qui fait que je vois que je bouge la main. C'est mon esprit lui-même, d'abord, qui décide de bouger la main et qui voit qu'il bouge la main. Ce qu'on appelle la conscience. C'est ici que se situent les idées créatrices techniques, celles de la locomotive et autres. Mais cette même âme, ce même esprit, il est en même temps la forme ontologique de mon corps, cette même réalité spirituelle, qui est consciente par une petite part, c'est-à-dire le je opérationnel, parce que évidemment je peux l'appeler le je. Je ne connais que le je opérationnel. Je me vois voir, je voir. Mais si je ne vois pas, je vois pas je. Je ne le vois que quand il fait quelque chose. On avait pris cet exemple très simple. On est dans une pièce. Tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un d'invisible qui déplace un meuble, qui allume une cigarette, qui joue du piano. Lui, je ne le vois pas, mais je vois ce qu'il fait. Eh bien, je suis dans ce rapport par rapport à moi. Tout ce que je sais de moi, c'est ce que je a fait. Il est né, il a grandi, il a souffert, il a aimé, Bon, c'est la somme de ses actions, mais qui est qui? Mystère et boule de gomme. L'art peut m'en parler, mais pas la connaissance, si réflexive qu'elle soit. J'ai beau entrer dans une sorte de méditation plus que transcendantale, je débouche sur rien. C'est assez beau du reste, cet acte de confiance, de foi en ce rien, toto et nada, c'est-à-dire tout et rien. Il est tout, mais rien. Dans le temple des Juifs, il n'y avait rien. C'est pour ça que les Romains ont passé tous les prêtres par l'épée, parce qu'ils ont, disons, caché la statue. Mais non, il n'y avait rien, tout simplement. Par contre, je peux l'éveiller, ce jeu, par l'art. N'allons pas trop vite. D'abord, je voudrais vous montrer, alors ça on peut le comprendre, l'incroyable fécondité, l'incroyable richesse. C'est quelque chose d'incommensurable. Cet ordinateur que constitue par ailleurs mon je, mon esprit, mon âme, mon psychisme. Les Grecs et j'allais le sanctifier, Aristote, Saint Aristote, pardonnez-nous, appelait l'entéléchie. Et je trouve ce mot génial. Évidemment, je ne peux pas l'utiliser parce que ça va pas beaucoup vous éclairer si je dis l'entéléchie. Mais c'est génial parce que ça veut dire ce qui va vers le but. En telos, le but. Et keios, keia, ça veut dire, c'est ité en français quand on fait un isme pour un substantif. Le ce vers quoi. Qu'est-ce que veut dire le ce vers quoi? Ça veut dire que les Grecs avaient très bien compris que pour faire de cet amas de matière que je suis, que je serai après ma mort, que je suis avant ma mort, avant ma naissance, puisque de fait tout le monde convient qu'au départ, en tout cas aujourd'hui on le sait très bien, je suis un amas de petites cellules gélatineuses et c'est tout, la mort est là. Il y a un ordinateur, ce n'est pas
c'est pas par hasard que ce truc-là, toutes semblables, ces cellules, on avait déjà vu, vont finir par faire, non plus qu'une machine, un microcosme, au sens, alors, le mot est grec, hein, et puis il va beaucoup mieux que pour le film qui vient de paraître, qui s'est emparé du terme, qui est encore très peu de choses. Mais moi, je suis un microcosme, c'est-à-dire un petit cosmos. C'est-à-dire que j'ai en moi un ordinateur qui sait fabriquer de l'insuline, qui sait fabriquer de l'ivoire, les dents, qui sait fabriquer de la cire pour les oreilles, qui sait fabriquer du sang. Enfin, c'est inouï. Il y a tout, absolument tout. Il y a plus que dans le cosmos. N'oubliez pas que ça va très bien durer cette semaine. Mercredi prochain, je l'espère encore, dans quelques paroisses catholiques, on ira, le lendemain du carnaval, je l'ai fait quand j'étais gosse, se mettre à genoux devant le prêtre, qui prendra un peu de cendres, des cendres des vrais, des cendres qu'il aura fait en brûlant le buis de Pâques ou je sais pas, de l'année précédente, et il nous mettait sur la tête un peu de cette cendre, en disant « Memento quia pulvis est et in pulverem reverteris ». Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. On ne comprenait peut-être pas toute la richesse de cette formule liturgique, mais on était impressionnés. Et il avait raison, sauf que le mot poussière me choque un peu, parce que non, nous ne sommes pas poussière. Nous sommes à peu près tous les éléments chimiques. Pas tous, évidemment, il y en a une centaine, mais n'oubliez pas, nous avons évidemment du carbone, nous avons évidemment de l'hydrogène, de l'oxygène, mais nous avons du bore, de la chaux, du chlore, du cobalt, 5 atomes de cobalt, sans quoi ça ne fonctionne pas, du cuivre, du fer, du manganèse, de la magnésie, de la potasse, de sodium, soufre, zinc, de l'aluminium, du chrome, de l'iode, lithium, nickel, sélénium, silicium, vanadium et molybdène, 10 atomes. Il y en a pour, mettons, 13 francs. Quand on met les spécialités, grosso modo. Hein. Je suis, non pas, quand j'entends cette expression, nous sommes poussière d'atomes. Non, pas poussière d'atomes. Je suis ces éléments constitutifs de l'univers, en grande partie, mais il y a un ordinateur qui, avec ça, vous pouvez mettre ça sur une table dans une école, puis leur dire, faites-moi un homme vivant, comme celui qui vous parle, il faut se lever tôt le matin. Alors il y en aurait pour plusieurs milliards pour savoir combiner maintenant ces éléments, pour faire celui qui est en train de vous parler et celui qui m'écoute. Qui est l'ordinateur? Il n'y en a qu'un. Qui, à partir de cellules qui ignorent complètement ce que c'est qu'un foie, un estomac, un cœur, un cerveau, des filaments nerveux, enfin, vous connaissez mieux que moi. Un seul ordinateur, entelecheia, ce vers quoi tend l'humain, le vivant. Il y a un principe qui le guide vers sa plénitude et qui organise tous les éléments dont il est fait. Nous l'appellerons l'esprit. Mais cet esprit, comme vous le voyez, il est absolument immergé dans la matière. Il est jusqu'au bout de mon doigt, l'esprit. Sans lui, mes cellules ficheraient le camp. Elles n'ont aucune raison de rester ensemble. Du reste, quelques heures après ma mort, vous verrez si elles étaient faites pour rester ensemble. Elles vont se disperser dans tous les rayons du cercle. Et puis, elles sont incompatibles, en fait, en elles-mêmes. C'est pour ça que je redeviendrai poussière, ou je redeviendrai les éléments. On retrouvera le cobalt, ce que vous voulez, le manganèse et compagnie. Imaginez la richesse de cet ordinateur qui est en train maintenant de tout régler. Il règle la croissance de mes ongles, de mes cheveux, de ma digestion, de mon cœur, de mon foie, de mon pancréas. Enfin, on n'épuisera jamais l'incroyable richesse de ce composé humain. Lorsque l'idée est consciente, facile, on lui obéit, id quod requibiens artifex operatum. Mais pour essayer de susciter, de connaître les rythmes, les proportions, les astuces de cette réalité qui est moi, qui est spirituelle, qui est présente à mon corps,
je ne peux pas le faire directement. Je peux fermer les yeux, essayer par une sorte, disons, d'auto-analyse. C'est inutile, je ne verrai rien. Par contre, je peux offrir à ma vision un rythme et ça fait tilt, c'est-à-dire si je propose 3 rectangles à ma vision. Rectangles, ils le sont autant les uns que les autres. Géométriquement, il n'y en a pas un qui démérite. Cependant, il y en a un qui paraît, s'il l'était, parce que c'est une question de millimètres, plus élégant que celui-là qui me paraît un peu longiligne, celui-là un peu dodu. C'est son droit. Mais moi, c'est aussi mon droit de dire, mais celui-là est plus élégant. Si j'avais un bâtiment à faire, je préfère prendre ça comme module directeur, module or, plutôt que celui-là, parce que j'obtiendrai quelque chose d'un peu disproportionné. Ça dépend si je veux faire une tour. Mais, et pourquoi? On a fini par le découvrir. Parce que c'est tout simplement les proportions du corps humain. C'est-à-dire, nous sommes, nous, bâtis sur le même rythme qu'on appelle la section d'or. Nous l'avons déjà vu dans un cours précédent, je le résume en 2 mots. Le corps humain, grâce à l'esprit, à l'entéléchie qui a de ces petits amas de cellules, fait que le corps humain, de la sommet de la tête jusqu'au nombril et du nombril par terre, restitue un rythme, une proportion extrêmement précise, mais précise comme tout. De même dans les doigts, de même dans le nez, la figure, partout, il y en a partout dans le corps humain, qui est toujours le même rythme. A est à B, comme B est à A plus B. C'est-à-dire, le petit, ça c'est le plus petit, vous voyez, ici, de mon nombril jusqu'au sommet de ma tête, est à B, le plus grand des 2 segments, ici, B. De même que B est à la ligne entière, c'est-à-dire, c'est un rythme très connu en mathématiques, on peut le calculer, c'est pas n'importe quoi. Hein. Si vous voulez, je peux diviser cette ligne en deux, de 2 manières. Ou bien j'ai A et A, ça donne un carré. Je vous avais dit, le carré, c'est bête, parce que ça n'a pas de langage. C'est 1 sur 1. Je ne sais pas par où entrer, car je ne peux pas entrer dans un carré. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a jamais de tableau carré, à moins qu'on les multiplie. Alors évidemment, on fait un rythme. Mais A sur A, ça me donne un carré. Mais je peux faire un rythme différent, c'est-à-dire A et B. Alors là, vous me direz, il y en a des milliers, des millions, enfin. Il y en a combien? Tant que vous voulez, sauf qu'il y a un seul cas, un seul, où le petit segment est proportionnel au grand, comme le grand à la ligne entière. C'est la section d'or. Ça donne un rythme dans lequel je me reconnais. Le Parthénon est construit sur la section d'or. Un architecte un peu sensible, même d'instinct, sans même le calculer, il le met. Alors, qu'est-ce qui le guide? Id, ad, code, recipiens, artifex, operatur. Imaginons un architecte, parce que c'est là où la section d'or, c'est surtout explicité. On l'a redécouverte à partir de la Renaissance. Le Corbusier l'a beaucoup utilisé, consciemment. Mais avant, on le savait d'instinct. C'est-à-dire, on le faisait sans le savoir, si vous voulez. Alors, je suis devant mon plan, et je me dis, après tout, mon bâtiment, je vois à peu près les proportions qu'il a, je trouve élégant qu'il ait ces proportions-là. Pourquoi élégant? Parce qu'il est conforme à certains rythmes du corps humain. Il est id, ad, code, recipiens, artifex, operatur. C'est ça que je prends comme critère. Est-ce que je le ressens harmonieux ou pas? Traduction, est-ce qu'il est en harmonie avec moi, avec l'entéléchie? Est-ce que c'est un des rythmes de l'entéléchie? Mais alors, il y en a combien? C'est inépuisable. Heureusement, il y en a un qu'on connaît. C'est, je crois que le seul à peu près qu'on connaît, puisqu'on peut le calculer. On peut calculer ici, vous avez dans la main exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire vous avez le BA, et puis ici de nouveau BA, la phalangine et la phalangette, vous l'avez partout, ce rythme
qui est toujours le même, vous pouvez le calculer du reste. On peut savoir que quelqu'un a grandi à partir du moment où, vous avez vu les enfants, ils sont coupés par le nombril à peu près par la moitié. Hein. Et quand il grandira, c'est les membres inférieurs qui grandissent. Vous me direz, mais alors les gens qui n'ont pas progressé, qui ont eu des ennuis, mais alors ils l'ont là, le rythme. Ils l'ont dans la base du nez, le nez, la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, partout. Il y a un livre du reste qui est apparu, on me l'a emprunté, entre guillemets, mais je ne l'ai jamais revu, et ça je le regrette, qui s'appelle Proportion dans la nature et dans l'art, de Mathilda Guicca, une femme géniale, absolument géniale. C'est un livre édité par la NRF qui identifie toutes les proportions du corps humain et même dans la nature, c'est-à-dire dans les feuilles, dans les coquillages, dans les arbres, c'est extraordinaire. Ce sont nos rythmes. Alors, id ad quod recipiens artifect operatur. Lorsque je fais une œuvre, un tableau, une musique, ou une sculpture, ou un immeuble, si je suis attentif à le choc en retour que j'appellerais, j'ignore, moi, de quoi nous sommes faits, personne ne le sait. Mais si tout à coup, un rythme me plaît, c'est ça le critère. Id quod visum placet, ce qui plaît à la vue. Si ça fait tilt, simplement une sorte de connaturalité avec, alors c'est que j'ai touché juste et c'est universel. C'est-à-dire, évidemment, il y a des fois où on se fiche dedans, mais si je suis très attentif à ce petit choc en retour, c'est que je regarde l'idée créatrice inconnue, mais elle s'éveille avec moi. Elle sort, elle et l'œuvre ensemble du sommeil cosmique. Je vais vous montrer ça par quelques réflexions que font les grands artistes, les tout grands artistes. Vous savez ce que disait Cézanne. Cézanne, pour moi, il représente presque l'absolu de la peinture. Il y en a d'autres, bien sûr, il y a eu d'autres. Mais chez Cézanne, on a un sommet parce que il arrive à l'époque où la peinture se libère de la figuration parce que la photographie prend le relais. Je vous expliquerai ça après. Longtemps, la peinture avait comme mission de représenter. Il n'y avait pas de photographe. On envoyait sur les champs de bataille des dessinateurs qui prenaient à toute vitesse un croquis et qui faisaient des immenses peintures que vous avez des kilomètres dans les galeries de Versailles. Il fallait bien les représenter. Aujourd'hui, clac, clac, terminé. Mais on n'en avait pas. Alors, il arrive au moment où la peinture est un peu délivrée de cette fonction, mais on verra qu'elle ne sera jamais totalement délivrée. Et d'autre part, il découvre une autre manière de faire vibrer l'idée créatrice, c'est-à-dire quelque chose qui consonne en lui. Et il disait ça d'une manière merveilleuse, qui résume tout. Je cherche ma petite sensation. C'est-à-dire, Cézanne, à la place de peindre en clair-obscur, vous savez ce que c'est que le clair-obscur? Ça ne veut pas dire que c'est très sombre et puis qu'il y a quand même un peu de lumière comme les Rénans ou bien comme Rembrandt. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand on a un tronc d'arbre, par exemple, à faire, on le fait clair d'un côté et puis sombre de l'autre et puis ça tourne. Ça donne l'impression du relief. Vous comprenez ça? Une pomme ou n'importe quoi, vous pouvez faire ça. Alors vous faites du clair ici. C'est très difficile de faire au tableau noir parce que c'est inversé. Mais enfin, vous pouvez le rendre compte. C'est ça qu'on appelle le clair-obscur. C'est donner l'impression du relief en saturant la couleur de sombre et de clair. C'est la même couleur. Il a trouvé toute autre chose, c'est le premier qui a découvert ça. Que maintenant, on peut construire la couleur. C'est-à-dire, à la place de la saturer en clair et en sombre, on peut lui donner une certaine structure avec des couleurs chaudes et froides, c'est-à-dire des orangés, des jaunes ou des verts ou des bleus. Alors, vous faites peu à peu, ma pomme, elle est là, à la place de faire sombre d'un côté et clair de l'autre, il découvre que c'est encore plus élégant, plus beau et plus émouvant que de construire. On voit très bien
la structure de la couleur, là on ne la voit pas. Elle est léchée, elle est en fondu enchaîné, si vous voulez, comme au cinéma, une image qui apparaît sur une autre. Tandis que pas du tout. Et alors ça donne, si c'est photographié en noir-blanc, en gris, vous voyez plat. Tandis que ça, non, on continue de voir le sombre et le clair. Ça, pas du tout. Un Cézanne en noir-blanc, c'est épouvantable. Parce que la lumière, ce qui est derrière et ce qui est devant est uniquement par des tons froids ou des tons chauds. Les tons froids, c'est les bleus et les verts, mais de même intensité. Hein. Et puis, ce qui est en avant, c'est des jaunes et des... Alors, lorsqu'il a découvert, mais peu à peu, que c'était beaucoup plus suggestif, il a dit, moi, je cherche ma petite sensation. C'est-à-dire, je fais la montagne Sainte-Victoire, il en a fait, je ne sais pas, 80, à toutes les saisons. Et il se rend compte que de construire le tableau, non pas d'abord par un dessin, puis ensuite on le colorie, comme font les enfants, de construire le tableau par la couleur. Alors, qu'est-ce qui le guidait? La petite sensation, c'est-à-dire ça correspondait à une idée créatrice. Il y avait quelque chose en lui qui disait « oui, 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 c'est bien, c'est juste, oui, oui, ça me touche ». Mais il ne le savait pas a priori, il a fallu qu'il essaye, et des fois il se trompait, et des fois il tapait à côté. Il y a une autre expression que je trouve extraordinaire, c'est celle de Mozart. Quand on lui demandait « Comment tu fais ?» Il était tout petit, il composait d'une manière déjà divine, et il répondait « C'est génial parce que c'est la réponse d'un enfant permettant d'un génie. Je cherche les notes qui s'aiment. » Mais il y a tout là-dedans. Deux notes, en soi, il n'y a pas de raison qu'elles s'aiment ou qu'elles ne s'aiment pas. Mais il y en a quelques-unes qui s'aiment, c'est-à-dire dans une harmonie, dans une phrase musicale, il y a des notes qui s'aiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles m'aiment, moi, c'est moi qui suis le critère. C'est-à-dire, en soi, un la et un si, ou un mi, ou un ré, ou je ne sais pas, ça n'a aucun sens. C'est moi qui suis le critère. Donc, il regarde l'idée créatrice, qu'il reçoit en retour, en choc en retour. Et c'est ça qui lui indique qu'il a tapé juste. Si vous voulez, on pourrait dire presque que c'est à l'aveugle. Non, pas à l'aveugle. Non, loin. Mais il a toujours l'attention éveillée. Et tout à coup, il essaye, ça ne marche pas, ça ne donne rien. Et tout à coup, tac, il a eu le choc en retour. C'est ce qu'on appelle la petite sensation, qu'elle soit picturale ou musicale. Donc l'idée créatrice, elle n'apparaît que dans le reflet des œuvres. Je ne la vois pas au départ. Évidemment, je pourrais imaginer, l'imagination peut précéder la création, c'est vrai. Je pourrais très bien, par exemple, me dire, mais si je mettais telle couleur, ça m'est arrivé combien de fois, ou en faisant, ce n'était pas du grand art, mais enfin, j'essayais, disons, quand même de faire quelque chose qui ad visum plaquette, c'est-à-dire que ça me plaise quand même à voir mes petites statues. C'était très modeste. Mais combien de fois, pendant la nuit ou pendant la journée, je me disais, ah non, mais ça, je vois ce que je veux faire, je ne veux pas la faire comme ça, je ne veux pas mettre telle attitude de tout ça. Ça me paraissait très bien. Et quand j'essayais, ça ne marchait pas. N'oubliez pas qu'esthétique, aesthétikos, ce qui est sensible, à la perception sensible. Imaginativement, ça marchait. J'ai eu combien de fois fait des tableaux en me disant « Ah, mais là, je pourrais mettre un bleu qui ferait ressortir les autres couleurs. » Je le mettais, pas du tout. C'était horrible. Mais là, j'ai rêvé, je ne sais pas combien de fois. L'imagination, elle peut proposer, elle peut suggérer, mais le critère définitif, c'est la petite sensation. Est-ce que ça fait tilt ou non? C'est ça le critère. Alors, comprenons maintenant Plotin, notre maître, puisque nous sommes une Énéade, nous sommes 9, et qui disait « Le beau est quelque chose qui touche sensiblement », non pas imaginativement, sensiblement, dès la première impression. Bien sûr, des fois, on entre dans une œuvre parce on appelle ça removens prohibens, on a des préjugés, si vous voulez. On n'est pas franc, on n'est pas net, on n'est pas transparent. Alors, mais c'est peu importe, qui touche dès la première impression, que l'âme perçoit avec intelligence,
reconnaît. Pour ce mot-là, Plotin mériterait notre reconnaissance éternelle. Nous reconnaissons la beauté. C'est donc que nous la connaissions. On ne peut pas reconnaître une chose qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas reconnaître le nom de quelqu'un dont j'ignorais tout. Mais bien sûr que je le reconnais. Mon âme se reconnaît, mais à travers bien des obscurités. C'est un tout petit reflet. C'est peu de choses, mais elle se reconnaît. Elle fait tilt. Elle dit, mais oui, ça, je m'y plais. Je me complais dans ce miroir que vous m'offrez. Et accueille et à laquelle elle s'ajuste en quelque façon. Maintenant, il faut que j'ajoute encore, c'est pour ça que Kant disait que l'émotion est un fait postérieur et consécutif à l'œuvre. Je vais vite vous expliquer ça. On croit que généralement un musicien ou un créateur ou un artiste, c'est quelqu'un qui est habité par la beauté, qui voit des rêves, des mondes inouïs, et puis qu'il n'a qu'à traduire ça sur la toile ou sur le piano. C'est pas vrai du tout. C'est Ramu qui disait, il y a beaucoup de jeunes filles, je ne sais pas pourquoi ils s'en prenaient aux jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, qui croient qu'un musicien, c'est un grand front avec de la musique dedans. Il n'y a rien. Mais par contre, il y a cette disponibilité à ressentir des rythmes. Alors pendant des heures, il les cherche, il les trouve. Quand Picasso dit « je ne cherche pas, je trouve », c'est un menteur, c'est pas vrai. C'est à force de chercher qu'on trouve. La solution ne vous arrive pas du ciel. Hein. Et Dieu sait s'il a tâtonné, lui. Tout ce qu'il a fait ne sont pas des chefs-d'œuvre. Mais il tâtonne, il cherche. Il y a l'imagination qui précède. Je l'ai tout à l'heure dit qu'elle n'était pas le critère définitif. C'est vrai. Mais elle peut aller quand même un tout petit peu en avant. Dire, mais et tout à coup j'ai un rythme, et puis je l'ai fait, et puis je continue. Je vous donne un exemple. Imaginons la situation suivante. Imaginons que nous soyons Baudelaire. Bon, on prend des exemples haut de gamme. Imaginons que Baudelaire, qui a fait des vers qui valent toute la musique du monde, pour moi, c'est comme pour Cézanne, c'est un des sommets. Dans ce poème admirable où il parle de la souffrance, il dit « Sois sage, ô ma douleur ». Il a déjà écrit « Sois sage, ô ma douleur ». Premier hémistiche, généralement c'est des alexandrins. Pourquoi des alexandrins? J'ouvre une petite parenthèse. Parce que l'alexandrin, c'est le corps humain. C'est-à-dire, vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, hémistiche. Il faut faire une coupure, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De même qu'ici, vous avez les rythmes du corps humain. L'alexandrin, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il s'est imposé? Pourquoi pas un vers de 10 pieds? C'est plus simple, de 5 et 5. Pourquoi pas 13? On a essayé. Mais pourquoi c'est l'alexandrin qui s'est imposé? 2 réponses. Par atavisme, par habitude, par je ne sais pas quoi. Je dis, mais non. L'homme est assez ingénieux pour sortir des... Justement, en art, on s'originalise. Il s'est imposé, il s'impose encore aujourd'hui. Parce que c'est le rythme fondamental du corps humain. Nous sommes des alexandrins. Si vous réfléchissez avec même, comme dit Claudel, ce point étincelant des ongles répétitifs, c'est pour ça qu'on a envie de cette assonance des rimes où on a A, et, enfin, vous connaissez les rythmes qui doivent être alternés. Pourquoi ça? Eh bien, parce que tout simplement, mon âme est le principe, mon entéléchie, d'un alexandrin fondamental où on a une césure, 2 éléments, 2 hémistiches semblables qui se referment les uns sur les autres. On pourrait donner des exemples extraordinaires en art où on a même les sons qui se renferment les uns sur les autres, comme mes 2 mains se renferment. Quand on dit par exemple « Et les fruits passeront la promesse des fleurs ». Les fruits, les fleurs, F, passeront, qui se referment sur eux. Et les fruits passeront la promesse des fleurs. C'est inépuisable. C'est le corps humain qui s'exprime là-dedans. Mon âme se reconnaît, elle est joyeuse. Elle se dit, mais oui. Et ce n'est pas prouvable. Vous éprouvez pas. Ben, y a des gens qui restent obtus. Tant pis. Alors, reprenons. Baudelaire est en train d'écrire « Sois sage, ô ma douleur ». C'est vrai, c'est assez doux, c'est assez beau, c'est assez nostalgique. Il lui manque la suite. Alors il essaye. Et fais-moi moins souffrir. Bof, fais-moi moins souffrir. Ah. Et reste un peu tranquille.
beau, et fais-toi moins sentir beauf, et tout à coup, sois sage et ma douleur, et peut-être c'est venu en dormant, ou entre deux rêves, et tiens-toi plus tranquille. 3 fois T, comme quand on donne une petite tape à quelqu'un, à un animal, ta, et tiens-toi plus tranquille. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Alors cette fois-ci, c'est définitif. Ça fait tilt. C'est quelque chose qui m'est revenu en retour. Id ad quod recipiens artifex operatur. Il a regardé l'idée créatrice, mais qui lui a été renvoyée en écho. Et cette fois-ci, c'est immodifiable. C'est éternel. Il ne faut plus toucher. Mais il ne l'a pas fait du premier coup. L'idée créatrice n'apparaîtra que dans le reflet des œuvres. Elle me reflète quelque chose. Une musique peut me transporter, parce qu'alors là, elle touche, mais d'une manière, ça fait presque mal. Tellement, je me dis, mais j'aimerais l'avoir totalement, cette beauté, et qui est fugace malgré tout, la musique. C'est la musique peut-être qui est la plus révélatrice, quand elle est vraiment ordonnée à l'idée créatrice, lorsque vraiment elle touche mon âme, c'est-à-dire qu'elle lui parle de ses rythmes, et on verra qu'ils sont innombrables, puisque j'ai 3 fonctions de l'âme, de l'entéléchie. L'âme fait d'abord la matière en moi, la vie végétative, la vie animale et la vie réflexive. C'est seulement lorsque la symphonie est achevée que dans l'esprit créateur du musicien, son idée créatrice est elle-même achevée. C'est à la fin. Il se dit, voilà, c'était juste, mais il ne la connaissait pas avant. L'émotion, elle est consécutive à la création, et non pas précédent. Il n'est pas là en transe, comme dit Kant. Et puis tout à coup, la musique le gicle, et puis il saute sur un piano, puis il sort une symphonie, tu parles. C'est un long travail. Et alors après, une fois que la symphonie, qu'il a trouvé les rythmes, il y a une certaine émotion. Les peintres font toujours leur autoportrait. Certains peignent leur visage, d'autres leur âme, disait Cocteau. Même si je peins mon visage, ce sera une œuvre d'art si c'est le reflet de mon âme. Il y a 2 ressemblances. D'abord à mon visage, mais ça peut être une croûte. Il y a des imbéciles, enfin des gens insensibles qui font leur autoportrait autant qu'ils aillent faire ça au photomaton. Ça n'a aucun intérêt. Mais si en plus, il y a la ressemblance à l'âme, qui n'a rien à voir avec mon profil. Je peux être tout à fait... Van Gogh n'était pas un Apollon, mais ces autoportraits parlent à l'âme, sont fidèles à l'âme. On verra tout ça. Tous les bons et vrais dessinateurs dessinent après l'image écrite dans leur cerveau et non pas d'après la nature, dit Baudelaire. Cerveau, non pas ça, hein. Il n'aurait pas dû dire cerveau, il a dit avec les moyens du bord. Inscrite dans leur mystère, c'est d'après ça qu'ils dessinent. Et j'aimerais que vous notiez au moins cette réflexion de Carl Gustav Carus, qui est la clé de toute la création artistique. L'art est une merveilleuse confidence de l'inconscient au conscient. L'art est une merveilleuse confidence de l'inconscient au conscient, c'est-à-dire, j'ignorais, moi, que ça allait me toucher. L'art est une merveilleuse confidence de l'inconscient au conscient. Et dans inconscient, vous ne mettez pas Freud, hein, parce que alors là, je l'expédie un coup de pied dans le derrière. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce à quoi je n'ai pas accès, mais qui m'ouvre à l'esprit universel, c'est-à-dire cette part d'esprit qui est en moi, elle communique avec l'esprit créateur, l'esprit sans limite. Mais il est inconscient pour moi, puisqu'il est enfermé dans cette matière qui n'est pas réflexive par elle-même. On pourrait dire, et nous le verrons tout à l'heure alors avec des exemples, que la toile du peintre, avant qu'il commence, c'est un écran psychanalytique, c'est-à-dire, vous verrez, je vous montrerai comment.
la toile peu à peu se fait, à travers certaines nécessités. C'est-à-dire qu'il y a dans le travail, dans l'élaboration du peintre, une recherche aussi de certains rythmes dont il ignorait tout, à moins que bêtement il copie quelqu'un, ou il copie la réalité, alors on n'en parle pas. Mais il découvre des nécessités sur sa toile, donc c'est une sorte d'écran psychanalytique. Un tableau mène son auteur à une mystérieuse réminiscence. Là, on retrouve Platon. Non pas réminiscence au sens que j'aurais déjà contemplé la beauté, mais oui, d'une certaine manière, oui. Peut-être qu'avant de naître, avant d'être uni au corps, peut-être j'ai été créé dans cette lumière qui est l'esprit. Ce n'est pas exclu, ça. Je ne crois pas à la réincarnation. Mais est-ce que la création de l'âme n'a pas précédé... Alors, je l'ai complètement oublié, le fleuve du Léthé, les anciens pensaient ça. J'arrive au monde, je ne sais plus rien. C'est vraiment alors l'amnésie complète. Et puis, au moment de la mort, c'est comme quand je me réveille après une opération. Avant l'opération, je dis à mes infirmières, oui, j'espère que tout ira bien, tout ça. Puis on me dit, mais oui, vous en faites pas, on me fait une piqûre. Je me réveille, ça aurait pu être 2 mois après, ou 2 heures, ou 2 minutes. J'ai tout oublié. Est-ce que la vie humaine ne serait pas ça? Avant, après. Alors, à ma mort, je me dis, je le savais. Ah oui, je ne suis pas très fier de cet épisode terrestre, mais n'empêche que c'est possible. Ce n'est pas important. Mais n'empêche, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est une réminiscence. Le tableau, la musique, me parle de moi, de quelque chose que je sais sans savoir que je le sais. Mais c'est puisque c'est moi qui me reconnais, donc je le savais. C'est ce que dit Plotin, qu'il reconnaît. On verra les applications aux romanciers. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les vrais romanciers disent « j'écris mon livre pour savoir ce qu'il y a dedans ». S'il le sait avant, ça donne de la bonne littérature, la littérature disons, policière, où l'énigme est vraiment très bien corsée. Le vrai romancier ne sait pas ce que ces personnages vont faire. Je vous donnerai des textes, vous verrez, c'est assez hallucinant. Un romancier peut se battre contre un personnage qui est rétif. On pourrait dire, écoutez, vous charriez, c'est vous qui le faites. Faites-lui faire ce que vous voulez. Ah oui, mais alors c'est foutu. Alors il n'obéit pas à l'idée créatrice. Id ad quod recipiens artifex operator. Je donne un exemple, du reste, d'un romancier qui avait voulu mettre en scène un aveugle. C'était Julien Green, vous verrez le texte, et qui dit « je ne suis pas arrivé ». Il n'était pas aveugle. Et il était très contrarié, parce qu'il dit « mais moi j'étais parti avec l'idée qu'il était aveugle ». Ben non. En développant l'histoire, il s'est rendu compte que le type n'était pas aveugle, il s'appelle Joseph, l'aveugle. C'est pour ça qu'Aristote dit avec justesse « la poésie est chose inspirée ». Inspirée. C'est-à-dire, quand Aristote parle de poésie, n'imaginez pas le petit poème aujourd'hui quand on dit poésie. Non, c'est poiesis, ça veut dire le factibilé. La poésie, c'est autant la bicyclette et l'auto, mais ça il l'ignorait, que l'architecture, la musique. La poiesis, c'est le faire, le fabriquer, par rapport à la science, si vous voulez. On a 2 activités. Ou bien je connais, par concept, c'est le savant, ou bien je suis poète, mais pas au sens de ce petit inspiré un petit peu dans les nuages. Non, non, le créateur. Ou bien je suis un scientifique, alors je suis le miroir du monde, mon intelligence essaye de refléter ce qu'est la matière, ce qu'est la vie, ce qu'est la biologie, sans intervenir, alors il ne faut pas intervenir. Ou bien alors je suis créateur. Je fais quelque chose qui révèle l'esprit au fond de mon être mystérieux. La poésie est quelque chose d'inspiré. Encore une chose d'Aristote. Aristote pensait que la poésie, au sens où nous l'entendons, la création artistique, était plus vraie que l'histoire. C'est très vrai. L'histoire n'a pas de nécessité. La guerre de 14-18, bon, elle aurait pu arriver, elle est arrivée. Oui, je ne nie pas qu'elle est arrivée. Mais il n'y avait aucune nécessité. Après coup, on peut dire, oui, ça devait péter. Non, il aurait suffi que le Kaiser ou je ne sais pas quoi ait
une autre idée dans la tête et puis il ne se passait pas. Donc, je ne fais qu'enregistrer les faits, mais il n'y a pas de nécessité. En chimie, il y a de la nécessité. C'est-à-dire qu'il y a des lois. En histoire, il n'y en a pas. Tandis qu'en art, il y a des lois, vous les verrez tout à l'heure. Nous allons analyser les nécessités internes au tableau. Non pas qu'on a besoin, qu'il y a des règles, vous verrez, c'est beaucoup plus subtil. Alors, je crois qu'il a raison. L'histoire n'est que contingence, c'est-à-dire j'enregistre telle date, il s'est passé tel événement, mais bon, c'est déjà pas mal de le savoir, c'est une mémoire. Mais ce n'est pas une science. Tandis que la poésie est une science, puisqu'elle obéit, quand elle est fidèle à son inspiration, à quelque chose qui ne peut pas être autrement, qui devait être comme ça. Imaginez la musique de Mozart. C'est une nécessité. Mais une fois qu'elle est faite, oui, mais essayez de changer une note, vous verrez si ce n'est pas une nécessité. Et j'aime beaucoup cette phrase de Boris Vian, « Cette histoire est entièrement vraie parce que je l'ai entièrement inventée. » Attention, inventer comme on invente des champignons. Inventer veut dire in venire, je l'ai découverte. In venire. On devrait dire j'invente des champignons. De toute façon, on le dit encore, l'inventeur d'une grotte préhistorique. C'est quelqu'un qui l'a découverte. In venire veut dire venir dessus, la rencontrer. Cette histoire est vraie parce que je l'ai entièrement rencontrée. Ou parce qu'elle est conforme à ma subjectivité. Je pensais que la deuxième partie illustrerait ce que je vais vous dire par des projections. On m'aperçoit que non. Nous ferons ça peut-être dans de meilleures conditions la prochaine fois parce que je ne suis qu'à la moitié de mon exposé. Mais rassurez-vous, il y aura beaucoup de visuels maintenant. Ce ne sera peut-être pas des projections, ou bien jusqu'à la fin, on essaiera quand même d'illustrer 2-3 lois. Mais j'ai encore pas mal de choses à dire sur la peinture, pour vous montrer que c'est un art un peu complexe, parce que il y a deux conformités dans la peinture. La première essentielle, c'est d'être semblable à l'idée créatrice. Ça, c'est essentiel. Mais qu'on le veuille ou non, la peinture a aussi une relation à la réalité. Vous me direz, mais il y a de la peinture non figurative. Eh bien, je pense, pour deux raisons, que c'était une tentative décorative, mais moins complète. C'est assez curieux que Picasso, qui a vraiment tout essayé, mais vraiment tout essayé, n'a pas un seul tableau non figuratif. C'est à prendre en considération. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre la représentation, et ce sera délicat, parce que cette représentation figurative est soumise à cette conformité à l'idée créatrice. Comme tout à l'heure, on le disait pour le portrait. Évidemment, il vaut mieux que le portrait que je fais de moi me ressemble. Mais ça n'est pas l'essentiel. Ce serait même une véritable croûte si c'est limité à ça. Mais par contre, il obéit à des nécessités comme ces admirables autoportraits de Van Gogh, on ne peut pas trouver mieux. Torturé est tout. Alors je vous donnerai un exemple, je vais quand même vite l'illustrer, puisqu'on va quand même rester sur quelque chose d'un peu figuratif. Je reprends ça tout à l'heure avec beaucoup d'exemples. Je ne sais pas si vous connaissez cet admirable tableau de Picasso qui s'appelle « La femme qui pleure ». Essayez de peindre ou de photographier une femme qui pleure. C'est une grimace. Je peux que la faire, et puis une larme, mais elle reste figée. Pleurer, c'est un acte, c'est quelque chose de vivant, mais je ne peux pas la figer. Le photographe le plus génial ne peut pas photographier. Déjà, quelqu'un qui rit, ça finit par faire une grimace. Qui sourit comme la Joconde, à la rigueur, parce que c'est supportable, mais à la longue, ça doit quand même agacer. Hein, parce qu'il paraît, il y en a beaucoup qui la font cesser de rire, qui lui mettent des chapeaux pointus, je ne sais pas quoi. Picasso a peint une femme qui pleure. Alors il y a deux figurations. Il y a une référence à la femme, à un visage de femme, et une mystérieuse conformité inanalysable, qui est la douleur elle-même, la douleur où tout le tableau pleure. Vous pouvez prendre un coin du tableau, ça pleure. Il y a une manière d'associer les lignes et les couleurs qui fait grincer, ça grince des dents. Et ça, c'est l'essentiel du tableau. Parce que le tableau, c'est sa relation ontologique à l'idée créatrice.
Vous connaissez peut-être ce tableau parce qu'il est très célèbre. Je suis toujours choqué quand j'entends des critiques d'art, et ils sont nombreux, qui parlent de déformation à propos de Picasso. Alors je me dis, ils n'ont rien compris. Picasso ne déforme pas. Il est en conformité avec l'idée créatrice. Il y a quelque chose dans cette femme qui pleure, mais qui est poignant. Mais essayez de l'imaginer en photographie, si réaliste qu'elle soit, qui fait sa grimace de femme qui pleure. Vous n'obtiendrez que justement qu'une grimace figée, une espèce de mannequin. Quand quelqu'un parle de déformation à propos de Picasso, qui déforme le visage humain, tout ça, au début, évidemment, on s'en offusquait, on allait jusqu'à parler de blasphème par rapport à l'œuvre de Dieu, c'était de l'imbécilité, mais je l'ai encore entendu dernièrement, parce qu'il y a eu le portrait, une exposition à Paris, les portraits de Picasso, et alors les artistes, les critiques les plus avisés disaient, bien sûr, il prend certaines libertés par rapport à la réalité, il y a une certaine déformation, je dis, il n'a rien compris. Parce que ce n'est pas une déformation, au contraire, c'est une vérité. Mais conforme à la réalité? Non, pas à la réalité. À ma réalité. N'oubliez pas cette phrase de Cocteau, qui résume tout, et c'est là-dessus que je terminerai cette première partie. L'art est un mensonge qui dit la vérité. C'est vrai que la femme n'est pas comme ça. Elle n'a pas un œil en bas, puis un autre en haut, et puis une... C'est vrai. Donc c'est un mensonge, mais qui dit la vérité. Vous ne pouvez pas prétendre faire un art qui est une vérité qui dit la vérité. Ça, c'est la photographie. L'art, je dois rectifier, Cocteau n'a pas dit l'art est un mensonge qui dit la vérité, il a dit je suis un mensonge qui dit la vérité. Il était un peu narcissique. C'est moi qui le corrige, Dieu est son âme, qu'il me pardonne. C'est tellement plus vrai. Comme tout à l'heure, je me suis permis de corriger un tout petit peu Platon. L'art est un mensonge qui dit la vérité. C'est évident. Vous pouvez prendre n'importe quel Picasso, prenez celui d'à côté. C'est un mensonge. La femme n'a pas un nez comme ça, elle n'est pas bon. Mais c'est tellement vrai. Mais alors, où je le ressens, petite sensation, où je ne le ressens pas. Alors ça, qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien. Alors si quelqu'un dit déformé, alors c'est que il ne ressent rien. Sinon, il verrait tout de suite que c'est une vérité, qu'il y a quelque chose qui est vrai dans cette manière. Par exemple, ça, c'est tellement admirable de fraîcheur, de vérité. Mais ça répond très peu à la réalité. Mais ça me touche dans les couleurs, dans la joyeuse facétie du petit faune, beaucoup plus vrai que si j'en photographiais un dans la réalité, pour autant qu'il existe, enfin, qui serait conforme au prototype du petit faune. On pourrait faire ça pour tous les tableaux. Petite pause, et dans la séance suivante, peut-être que nous ferons quand même une ou deux projections, mais alors je vais illustrer ça avec les tableaux, les grands tableaux, et vous verrez que ces lois que je vais vous faire découvrir sont fondamentales et nous les ignorons aujourd'hui. C'est pour ça que je tenais beaucoup à faire ce cours, parce que je me dis c'est une bouteille à l'encre. Quand on voit ce qu'on nous propose comme art contemporain, on en est bien loin de l'idée créatrice. Je doute fort que nos peintres qui font de la peinture gestuelle, c'est-à-dire actuellement il faut qu'on sente le geste, et puis les dégoulines, je ne suis pas sûr que c'est id ad quod recipiens artifex operatur. Je me demande s'il n'est pas en train de regarder du côté des badauds qui trouveront que c'est beau, et puis de la cote plus ou moins de cette peinture qui doit être, pour être dans l'avant, non seulement non figurative, mais enfin n'importe quoi. Restons fidèles et consolons-nous en disant que quand un peintre, encore aujourd'hui, fait une peinture conforme à l'idée créatrice, comme Balthus, le monde entier vient le voir. Il y a une exposition à Rome actuellement. Il paraît qu'on y vient du monde entier. Je dis, ne désespérons pas trop. Parce que lui, Balthus, un des derniers grands peintres qui, id ad quod artifex operator, c'est un grand peintre, encore vivant, mais très vieux actuellement. Après lui, je n'en vois plus, parce qu'on est
pris dans cette tourmente, dans cette imbécilité collective qui fait qu'il faut faire un peu n'importe quoi. Ne serait-ce que des tableaux monochromes. C'est la mode maintenant. Bleu, avec un cadre. Ça se vend. Rouge, jaune. Je doute fort que ce soit fidèle à l'idée créatrice. Voilà. À tout de suite. Nous allons illustrer un peu tout ça avec la peinture. Nous ferons un cours ultérieur avec la littérature. Nous allons faire des découvertes assez étonnantes, puisque l'art est une manière de découvrir cette mystérieuse, insondable, inépuisable source de beauté, de vérité qui est en nous, et que nous ne connaissons que par le reflet des œuvres que nous lui proposons. Je vous ai dit tout à l'heure que le carré n'avait pas de sens, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de rythme, c'est A sur A, il n'y a rien de plus bouché qu'un carré. Par contre, un rectangle, quel qu'il soit, c'est déjà le B à bas, si vous voulez. B à bas, c'est le cas de dire, puisqu'il y a A et B. C'est un rythme, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, dans un tableau, nous prendrons le tableau plus traditionnel, qui est un rectangle horizontal. Il y a d'abord une chose, c'est qu'il y a des tensions inconscientes, bien sûr, mais qui sont explicitées par l'artiste, qui n'ont pas du tout le même sens lorsque le tableau est construit dans un sens gauche-droite ou droite-gauche. Peut-être est-ce dû à l'écriture, mais on pourrait aussi dire le contraire. Peut-être l'écriture ressortie à cette exigence mystérieuse. Si un tableau est construit de cette manière-là, c'est-à-dire il y a une colonne où la construction, on en verra des exemples, ce n'est pas une ligne, il n'y a pas deux tableaux, il n'y en a qu'un, mais on peut très bien concevoir qu'une représentation d'un appartement ou d'un palais est délimitée par une colonne qui manifestement fait un rythme dans ce tableau. Eh bien, c'est un mouvement naturel, c'est-à-dire une annonciation, l'ange arrive toujours par là et la Vierge est ici. J'avais proposé à mes élèves pendant 20 ans, et je leur avais proposé même de leur acheter une éventuelle annonciation où l'ange arrive dans le sens inverse. On n'en a jamais trouvé. Sauf une, mais c'était une miniature. Dans un livre, c'était pas très net, on ne voyait pas très bien le rectangle et le mouvement. Donc, le mouvement de gauche par rapport à la droite est un mouvement naturel. Encore une fois, peut-être à cause de l'écriture, peu importe. Par contre, le mouvement inverse est un mouvement violent. C'est un mouvement qui indique une certaine violence, une certaine résistance. Exemple, je n'ai jamais trouvé d'annonciation qui soit construite selon ce principe. Par contre, je vous montrerai 3 exécutions capitales, une de Manet, une de Goya et une de Picasso. Ils ne se sont pas concertés, ce n'est pas la même époque, je ne pense pas quand même qu'ils se sont copiés, où les soldats sont ici et les victimes sont à gauche. Est-ce que c'est le hasard? Je ne le pense pas. Je pense que ce mouvement-là induit quelque chose de plus violent, de plus résistant. Il y a une résistance à vaincre que par rapport à l'autre. Quand vous avez les fuites en Égypte, lorsqu'on va en Égypte, je prends toujours les exemples dans la peinture traditionnelle, donc beaucoup de motifs religieux, mais ce n'est pas important. Le mouvement est de droite à gauche. Par contre, on a des tableaux moins fréquents où ils reviennent d'Égypte. Lorsque la Vierge, sur son âne, avec l'enfant Jésus, revient à la fuite en Égypte, pour rappeler, ils viennent dans ce sens-là. On peut appliquer ça aussi au théâtre. Vous savez qu'au théâtre,
il y a aussi des mouvements de scène, peut-être qu'on les pratique moins aujourd'hui parce que c'est un peu, on a peut-être d'autres exigences. Mais je me souviens très bien d'avoir vu une pièce de Claudel, que j'aime beaucoup, que j'avais même monté avec des étudiants une fois en dumascope, c'est-à-dire avec des ombres chinoises, qui est l'Annonciation à Marie, où vous avez, à un moment donné, une situation extrêmement dramatique qui va déterminer tout le reste de la pièce. C'est Violaine qui donne un baiser très chaste, du reste, à Pierre de Cran, c'est-à-dire à l'architecte. Elle le fait par commisération, parce qu'il a la lèpre, enfin, c'est très inspiré de la mythologie du Moyen-Âge, c'est-à-dire la lèpre, c'est transmissible, enfin peu importe. Toujours est-il que c'est bâti sur cet équivoque, parce qu'elle lui a donné ça vraiment par pitié, par amour, mais du vrai amour. Et elle est observée par Marat, sa sœur, haineuse. Alors, imaginez que la scène se passe ici, et que Marat entre là. C'est plat comme tension dramatique, parce que c'est par là qu'on entre et qu'on s'insère naturellement dans une scène. Par contre, s'ils sont ici et que Marat apparaît là, ça prend une tension dramatique. Et j'ai toujours vu les metteurs en scène, Dieu sait si j'ai souvent vu cette pièce, pas au théâtre toujours, mais à la télévision, où Marat apparaît là, et de là, on attend toujours l'arrivée qui fait rebondir l'action. C'est une loi, elle est à prendre comme elle est. Certains la respectent, certains la sentent, certains ne la sentent pas. Par contre, lorsque le mouvement monte vers la droite, je pourrais du reste vous le demander. Que pensez-vous que cela représente? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est une glorification? Est-ce que c'est une joyeuse partie de fête populaire? C'est la gloire, c'est-à-dire, vous verrez des exemples de tableaux très célèbres où vous avez une montée au ciel, une ascension d'un personnage qui reçoit un couronnement ou ce qu'on voudra. C'est toujours une ascension, un mouvement. Vous savez qu'un tableau est construit, plus maintenant, bien sûr, on se fiche éperdument de la construction, mais n'oubliez pas la phrase de Maurice Denis qui disait « Un tableau, avant d'être une femme, un cheval ou une scène de bataille, c'est une surface plane recouverte de lignes et de couleurs. » On ne peut pas donner une meilleure définition, de nouveau, d'une simplicité désarmante, mais qui dit tout. D'abord, avant d'être tel sujet, tel autre, c'est une surface plane recouverte de lignes et de couleurs. Par contre, le mouvement inverse, c'est-à-dire soit de bas en haut, soit de haut en bas, est un mouvement tragique. Toutes les descentes de croix que je vous montrerai sont selon cette construction, c'est-à-dire cette armature. Alors j'en ai plusieurs, où certaines, on n'a que le visage du Christ et celui de sa mère, mais la construction, elle est selon cet axe. Petite parenthèse maintenant. Je continuerai à vous montrer ces nécessités spontanées. On n'est pas obligé. Ne croyez pas qu'il suffit de les appliquer, ces règles. Alors là, on peut être tranquille que ça tombera à côté. Il faut qu'elles soient ressenties. Il y aura peut-être des exceptions ou une modulation. Ça ne peut pas être un savoir antécédent. C'est comme si quelqu'un savait faire des vers. C'est un rimailleur, c'est tout. C'est pas un poète. Maintenant, je vais faire quelques considérations sur l'autre ressemblance du tableau. Ça, c'est la ressemblance, une conformité à cette nécessité mystérieuse qu'est l'idée créatrice. Il n'en reste pas moins que le tableau a une référence à la réalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Picasso qui a tout essayé, pourtant on ne peut pas exiger, on ne peut pas trouver dans toute l'histoire de la peinture quelqu'un qui n'ait pas tout essayé. Il n'a pas un seul tableau non figuratif. Alors, on a longtemps cru que la relation première du tableau était à la réalité. Je comprends, étant donné qu'il n'y avait pas de photographie, c'était sa fonction première. C'est comme ça qu'elle est née, probablement.
Quand un prince voulait épouser une princesse étrangère, on envoyait un peintre faire son portrait. Des fois, évidemment, il y avait de la surprise lorsqu'arrivait la marchandise, mais peu importe aujourd'hui qu'il essayait le mieux possible. Autrement, comment est-ce que vous voulez faire? Aujourd'hui, on envoie sa photographie quand on veut draguer quelqu'un par le journal ou autre. À l'époque, vous imaginez, tout passait par la peinture, les scènes de combat, enfin toute l'histoire. Et c'est qu'au siècle passé, que la peinture a été délivrée de cette relation fondamentale. On a cru qu'alors il n'y avait plus aucune relation avec la réalité. Eh bien non. Je vous ai parlé tout à l'heure de Cézanne. Eh bien lui, il était juste à l'époque où ce n'était pas encore clair. J'avais trouvé une fois une phrase que lui avait donnée son marchand de tableaux, je crois que c'était Ambroise Vollard, qui lui parlait d'un tableau que vous connaissez peut-être, qui est de Rosa Bonheur, un tableau d'un réalisme, mais saisissant. Ces deux paysans, ça s'appelle le laboureur nivernais. Ce n'est pas l'Angélus de Millet qui... Il y a peut-être quand même une petite souci de composition, il y a une attitude qui pourrait... Mais non, là c'est vraiment le réalisme dans toute son horreur, si vous voulez. Alors, le brave marchand de tableaux disait à Cézanne, mais vous avez vu le laboureur nivernais de Rosa Bonheur, qu'on aime beaucoup. Et Cézanne a répondu, oui, c'est horriblement ressemblant. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, mais à l'époque, c'était courageux de le dire. Cocteau disait, vous savez, quand un tableau ressemble, quand on fait un portrait, on dit c'est lui tout craché. Et Cocteau, avec beaucoup d'esprit, disait oui, mais qui crache est malade. C'est évident qu'un tableau qui est lui tout craché, c'est qu'il est malade. Ce n'est pas de la peinture. Et j'ai trouvé une phrase de Pascal qui, pour une fois, s'est trompé, tout homme est faillible, qui n'a rien compris à la peinture. Peut-être parce qu'il n'en a jamais vu de la vraie. Et il dit ceci, quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. À première vue, oui, si la peinture n'est faite que pour représenter la réalité, la peinture de Cézanne n'a aucun intérêt. Autant avoir des pommes et des oranges, parce qu'il a passé une partie de sa vie à faire des natures mortes, mais qui sont... C'est l'éternité en musique picturale, c'est des choses inouïes, les natures mortes. Alors, c'est vrai que c'est quand même mieux de les avoir en réalité, parce que je peux en plus les manger, les pommes et les poires, ou les pommes, plutôt que de les regarder bêtement. Mais c'est pas ça. C'est pas le fait de la relation à la réalité qui fait la valeur d'un tableau, c'est cette mystérieuse relation à l'idée créatrice, c'est-à-dire la petite sensation qui n'a rien à voir. On pourrait presque le mettre à l'envers. Les vrais tableaux, on peut les mettre à l'envers, hein, parce qu'ils gardent leur construction, sauf évidemment quand il s'agit de construction qui prennent un sens inverse. On le fera durant cet exercice qui consistera à tourner le cliché. Du reste, comment il s'appelle, peu importe, comme au siècle passé, je retrouvais le nom tout à l'heure, Delacroix disait « La nature est un dictionnaire ». Donc, la première chose à bien comprendre, c'est que la peinture a deux relations. Une relation à la réalité, figurative, parce que je la crois plus complète quand elle est figurative, et une relation à l'idée créatrice. Mais celle-là est prioritaire. La relation à la figuration est très secondaire, puisqu'à la limite, on peut la négliger en faisant uniquement une harmonie de lignes et de couleurs, selon la définition de Maurice Denis. Mais je n'ai jamais été totalement convaincu. Je trouve toujours que la peinture... Il y a de très belles choses de Manessier et d'autres. C'est surtout après la guerre qu'on a découvert cette dimension de la peinture libérée de sa fonction représentative, où elle était... cette fonction représentative étant dévolue à la photographie, la peinture, enfin, pouvant vivre de sa propre vie, c'est-à-dire de rechercher à être conforme à l'idée créatrice, mystérieuse et inconnue. Je ferme la parenthèse. Donc je reviens à nos tensions picturales. Alors, je voudrais vous désigner un mouvement d'un tableau très célèbre que peut-être vous connaissez, où tout le tableau semble converger. Il
y a des personnages, il y a un décor, hein, mais il semble que la construction, à la place d'être en diagonale ou en horizontale, semble converger vers ce point, vers un point du tableau où manifestement l'œil est amené par la construction. Alors souvent, quand j'avais des élèves et que j'en avais plus de temps, je mettais différentes solutions au tableau noir, c'est-à-dire en disant, est-ce que c'est le départ à la guerre? On pourrait imaginer une armée qui part à la guerre. Est-ce que c'est une fête au village? Est-ce que c'est un sujet? Et généralement, ce mouvement à l'intérieur du tableau, alors cette fois-ci, qui va dans une sorte de passé antérieur, est quelque chose qui ouvre sur le rêve. C'est l'embarquement pour Cythère. Je vous montrerai la diapositive, c'est-à-dire on a une sorte de départ d'évanouissement dans le tableau lui-même, et non pas une sortie, une tension trop brutale, simplement cette sorte, disons, de mystérieuse évasion. Et du fait qu'elle est antérieure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le mouvement naturel, il y a quelque chose qui en souligne peut-être le caractère justement artificiel. Et c'est une chose absolument fabuleuse. On pourrait multiplier les exemples de cette espèce de langage pictural. Et le mieux encore maintenant, c'est de les illustrer par quelques exemples très significatifs. C'est ce que nous allons faire. Alors voilà ce que je vous suis en train de vous expliquer. Lorsqu'on a un tableau qui est divisé par la moitié, on ne sait pas où aller. On est comme un oiseau devant deux pitance et il paraît que théoriquement il devrait mourir de faim ou de soif parce que je vais où? C'est égal. Je n'ai pas d'invitation, il n'y a pas de rythme, c'est deux carrés, ça pourrait être deux rectangles. Hein. Mais par contre, ici, on voit très bien qu'on entre par cette entrée-là, c'est subjectif évidemment, et puis qu'il y a une tension ici, et j'ai maladroitement essayé d'exprimer ça par le corps humain, mais c'est très symbolique parce qu'en fait c'est pas ça, mais c'est vrai que je suis invité à entrer dans ce tableau par la droite et par le fait qu'il y a une tension sur la gauche, c'est là où je ne fais pas le contraire. Personne ne sentirait ce tableau comme étant ici invitatoire à entrer par là. On pourrait tourner le cliché, mais vous l'avez compris. Maintenant, le cliché suivant va l'illustrer d'une manière assez évidente. Vous avez ces fameuses, j'en ai que 3, mais on pourrait les multiplier. Le cliché était mal pris, parce qu'en fait, cette colonne, ici, il y a encore une colonne, et puis il va jusqu'ici, si bien que la colonne rythme ce que je vous expliquais tout à l'heure. On entre dans ce tableau par le mouvement naturel, et la Vierge, c'est une Vierge de Frangelico, elle l'attend paisiblement. Là, il y a plus de mouvement, il y a du reste une diagonale, je vous ai dit, les diagonales sont plus dynamiques, tandis que la Vierge est très statique. C'est des horizontales et des verticales. Mais c'est surtout ce mouvement qui fait la construction du tableau. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y aura aussi la couleur, mais pour le moment, je parle que de la construction. Encore une annonciation. Ce sera vite fait, on va vite les passer parce que ce n'est pas compliqué. Le même truc, c'est toute une autre époque. Hein. De nouveau la colonne, et là c'est encore plus typique, la Vierge très statique, debout, dans ce mouvement naturel, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose d'effrayant, du moins pour le peintre, et puis l'ange qui vient et qui fait, le suivant, c'est encore une annonciation. Ah non, bon, tant pis pour les annonciations, c'est une fuite en Égypte. De nouveau, le mouvement naturel, ils vont vers leur destination, tandis que si on tournait le cliché, ce qu'on fera bientôt, ça prend tout un autre sens. Voilà, maintenant, vous avez une exécution capitale, mouvement inverse. On voit très bien que le tableau est pressé sur les victimes, qui sont verticales, avec ces mouvements horizontaux repris par le petit paysage qui est au fond, et les soldats sont ici. Il y a 3 exécutions capitales qui sont construites sur un mouvement inverse par rapport à l'Annonciation, un mouvement violent. Même Manet, qui était un homme extrêmement doux, pacifique, qui avait une peinture très, très douce, a essayé de faire quelque chose d'un peu violent. Alors évidemment, il a fait spontanément
le mouvement inverse, le mouvement violent avec le mouvement des condamnés, et puis ce mouvement un peu vers la gloire, vers l'échappée, c'est-à-dire vers le sacrifice, qui est repris par le mouvement du bras d'un des condamnés. C'est construit d'une manière assez savante finalement, mais on sent qu'il n'a pas, à la différence de Goya, cette espèce, disons, de violence picturale. Et le tableau, le troisième, il est le plus extraordinaire parce qu'il est de Picasso. D'abord, il y a une chose qui me frappe, c'est l'incroyable audace et la vérité de Picasso vient du fait que, je prends un petit exemple. Par exemple, il fait des mitrailleuses trifides. Ça n'existe pas, ça. Mais c'est fou ce que c'est violent, ce que c'est menaçant. C'est pas possible de faire 3 sorties de canon de mitraillette, un peu comme la langue d'un serpent est bifide, mais là c'est trifide. Mais on sent que c'est quelque chose qui exprime une menace épouvantable. Et ensuite, ces personnages qui sont à la limite de l'inhumain, ils ne sont pas figuratifs, ils sont dans des combinaisons. Et regardez la beauté de ce groupe de femmes qui s'inscrit un peu comme une grande lettre. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est des lettres majuscules avec ce petit groupe, si on pouvait le détailler, qui sont crispés de douleur, que ne pourrait jamais faire une photographie de quelque nature qu'elle soit. Regardez ici, on a l'impression que c'est un R, puis après d'autres lettres, et la manifestation de cette douleur dénudée à l'état pur par rapport à cette machinerie, à cette espèce, disons, de monstre qui arrive. Ce tableau est une perfection de construction. Je ne sais pas si tu as bonne vue, tu peux préciser encore enfin, c'est égal. Regardez l'extraordinaire composition. Évidemment, on a la figure centrale, mais qui va départager les deux mouvements. On sent très bien qu'ici, on a la véritable attaque, c'est-à-dire c'est ceux-là qui sont menaçants, parce qu'ils vont dans le sens de la violence. Et celui-là qui reçoit le coup, qui se prépare à recevoir le coup, va dans le sens inverse. Et puis la femme au milieu, qui a les deux mouvements, qui essaye de sauver la partie en faisant reculer l'attaque et en venant au secours de celui qui se protège. Et vous avez une perfection extraordinaire dans les constructions, en plus, disons, des horizontales, évidemment, puisque c'est là que se fait la tension. Alors, les diagonales qu'on a de chaque côté qui animent le tableau avec surtout l'enfant. Regardez les dimensions tragiques. Je vous ai dit tout à l'heure, cette dimension est tragique, tandis que ça, c'est la gloire. Alors, ceux-là sont plus ou moins vainqueurs, ce sont les attaquants, c'est ceux qui vont l'emporter, mais qu'on essaye de neutraliser par la figure centrale, tandis que ceux-là, c'est l'horreur, c'est la défaite. Alors, il y a une perfection. Peut-être que là, voilà ce que c'est que le clair-obscur. Ce n'est pas travailler, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas la couleur qui construit le tableau, mais il n'empêche que la construction est extraordinaire. Il y avait un souci, on travaillait d'abord la construction du tableau, et ensuite on essayait de l'animer par la couleur, qui souvent n'apportait pas grand-chose, c'était du coloriage. Mais ces tableaux ont intérêt à être photographiés en noir-blanc, justement parce que c'est ça qui fait leur valeur, et ça avait une force évocatrice prodigieuse. Ensuite, ça c'est un tableau que je trouve admirable à plusieurs titres, parce que vous voyez, tout le mouvement, tous les regards va vers le tragique, surtout avec ce personnage. Il est là, abîmé dans sa douleur, avec cette violence qui est faite, mouvement violent vers la gauche. Il n'y en a qu'un qui regarde vers la droite. Rappelez-vous la colonne de l'Annonciation. Il y a ce mouvement, Socrate, qui dit « Mais non, la mort c'est peu de choses, c'est vous qui êtes à plaindre ». Il contredit la douleur de tous ces personnages. Maintenant, on va faire quelque chose d'assez subtil. Tu enlèves, tu ne mets pas le suivant, tu l'enlèves, tu vas repasser celui-là en le retournant gauche-droite. C'est-à-dire, on va faire quelque chose qui est un peu impie, mais c'est pour comprendre. Ce tableau va complètement changer de sens. Regardez, on a l'impression que c'est une fête au village, ça c'est un conducteur de char, parce qu'on va dans le sens du mouvement naturel. Ce bonhomme n'a plus du tout
cette espèce de retenue qu'il avait tout à l'heure, et puis mon brave Socrate fait ce qu'il peut. Je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est incontestable, en tout cas, que celui-là semble être le conducteur du char, et que tout va naturellement vers la droite. Évidemment, ça reste figuratif, il y a une tension, mais n'est plus la même. Je vous montrerai la même chose avec un autre tableau. Alors maintenant, tu mets celui que tu voulais mettre. Vous verrez à quel point c'est encore plus représentatif dans... Non, alors, il y a précédent, laisse-le quand même. Ce tableau que je vais vous montrer, il est très célèbre. Il a plusieurs constructions. Il y a d'abord, c'est une résurrection, c'est-à-dire il y a un ange qui est assis sur le tombeau. Alors vous avez ce mouvement extraordinaire vers la gloire, où la dalle qui fermait le tombeau se soulève, elle est en l'air, du côté glorieux. Les femmes qui arrivent, ces 3 femmes, elles ont un mouvement de retrait, voyez, parce qu'elles sont dans le tragique. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et l'ange est inscrit dans un triangle. Et alors, on a toute la gloire de la résurrection et tout le mouvement inverse des 3 femmes qui arrivent au tombeau et qui sont complètement désarçonnées. Alors maintenant, on va passer le tableau. Et regardez. Vous avez d'abord... J'ai cru que c'était la dalle qui était ici. Non, la dalle, elle est ici. Mais on a l'impression que cette similitude entre la dalle scellée sur le tableau est reprise un peu comme dans les dessins animés, où on a 2 dessins pour exprimer un mouvement. Et inconsciemment, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a une ouverture dont l'ange est l'artisan. Et regardez le mouvement de retrait des femmes. C'est-à-dire, elles sont complètement choquées parce qu'elles sont effrayées. Elles font un mouvement de recul, c'est toujours le mouvement violent. Alors, j'ai l'impression qu'on a ce mouvement vers la gloire, c'est quand même la résurrection, et puis ce mouvement de retrait, avec cette espèce de prolongement des auréoles par les montagnes. C'est une construction mais absolument fabuleuse. Maintenant, on va faire un sacrilège. Imprégnez-vous bien. J'aimerais que vous le ressentiez, ce qui va se passer. C'est-à-dire, si on l'inverse, comme tout à l'heure, ce tableau, il perd totalement sa construction dramatique. Alors, rappelez-vous bien, l'ange est à droite. Regardez, on a l'impression, je ne sais pas si vous le ressentez, que ça va déguier, c'est-à-dire qu'il va glisser cette fois-ci, et puis que tout ça va leur tomber dessus, et puis qu'elles vont tomber à l'inverse par terre, puisqu'elles sont dans le mouvement naturel. Il me semble... Il faudrait pouvoir les comparer, ce que l'artiste n'avait pas fait. C'est pour ça que c'est impie, parce qu'en fait, je lui dénature son tableau, mais il me le pardonnera. Il l'a fait d'instinct juste, lui. Alors oui, tu as raison, il faut le remettre dans le bon sens, parce que c'est assez... oui, c'est impie, parce que lui, il ne l'a pas construit comme ça. On n'a pas du tout l'impression qu'il va glisser, au contraire, puisqu'il est dans le mouvement naturel, l'œil le restitue dans son mouvement naturel. Le tableau suivant. Voilà, là il faudra le préciser alors. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le mouvement en gloire. Ça aussi comme construction. C'est peut-être embêtant comme figuratif, c'est peut-être ennuyeux, on ne sait pas qui c'est ce personnage, mais si on le regarde, il faudrait peut-être même en faire uniquement un tableau non figuratif. Essayez d'imaginer, on prend cette diagonale, on prend quelques lignes ici, on prend ces grandes verticales très solennelles qui font un orgue, qui font de la musique de base, et c'est extraordinaire ce qu'on arriverait à faire. Peu importe l'anecdote, je ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est de quelqu'un qui va recevoir une récompense qui monte vers le roi dans un palais extraordinaire de solennité, peut-être un peu emmerdant parce qu'il est un peu statique, mais n'empêche, il y a cette loi qui fait qu'on va vers la gloire. Ensuite, même chose. C'est un saint, je ne me rappelle plus qui c'est du Giotto, je crois, où on a aussi le mouvement ascensionnel vers la droite. C'est un saint qui est accepté au ciel après sa mort, peu importe du reste l'anecdote, avec le rythme pour bien montrer le mouvement inverse, c'est-à-dire statique, et la seule diagonale, c'est pour le saint qui monte au ciel. Mouvement dramatique avec... D'abord, ça ne divise pas le tableau en deux parce qu'il est décentré. De toute façon, on voit très bien qu'il a été mal cadré, mais peu importe.
une verticale pour bien montrer ce qui se passe. Et la descente de croix, elle se fait selon le mouvement tragique, l'inverse de tout à l'heure, avec tous les mouvements, sauf Saint Jean qui rétablit un peu l'équilibre, mais tout le monde est polarisé par la dimension diagonale tragique, avec le bras qui reprend le rythme pour bien montrer la progression du mouvement. Même chose, c'est admirable, c'est un des plus beaux tableaux du monde, ça. Regardez l'intensité. Là, alors, le figuratif et le non-figuratif coïncident d'une manière absolue. Imaginez qu'il n'y ait que du non-figuratif, ça n'aurait pas de sens. Mais ces visages très statiques, mais d'une éloquence extraordinaire, avec de nouveau tous les mouvements qui sont vers l'angle supérieur gauche, c'est-à-dire la descente de croix, la Vierge qui reçoit son Fils, avec même Saint Jean qui participe à cette espèce de douleur qui serait impossible à figurer si on l'inversait, avec le motif qui est repris dans les mains de la Vierge. Ça, c'est de la peinture absolue pour moi. Même exemple, avec de nouveau la croix qui va rythmer le mouvement, avec le Christ en diagonale dramatique vers la gauche. Maintenant, vous ne m'en voudrez pas, et je vous interdis de vous moquer de moi, mais j'ai essayé très scolairement, et on sent le scolaire, c'est justement pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, enfin ce que j'ai essayé de faire, sachant qu'il fallait ordonner ces diagonales. Alors j'ai essayé de faire que le Christ, lui, il va vers la passion, bien sûr, mais sa résurrection, et que les autres sont réticents à le suivre, parce qu'ils n'ont pas tellement envie, disons, de tout quitter pour suivre leur maître. Et alors il y a une autre diagonale, c'est construit sur une croix de Saint-André, si vous voulez. Mais je le présente parce que c'est très scolaire. Et peut-être qu'on voit mieux quand il y a la maladresse scolaire, c'est-à-dire on voit que ça pourrait, si c'était plus discret, mais ça ne l'est pas trop. Enfin, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais étant donné que ça illustre exactement ce que je voulais faire avec ces diagonales, qui sont venues pas tellement volontairement, mais c'est vrai que celle-là, elle s'est imposée assez vite. J'ai d'abord fait une maquette, bien sûr. Et puis ensuite, il est arrivé l'autre. Alors évidemment, je n'ai plus eu qu'à ordonner tout ça. Mais je voudrais vous montrer alors ce que c'est que la création artistique. Parce que, alors là, je suis obligé d'être humble et que vous l'acceptiez. Ça n'est pas voulu, mais ce visage est arrivé comme ça, à la différence de celui-là, et celui-là m'a ému. Alors voilà ce que c'est que, involontairement, en cherchant, en essayant de construire ce visage avec des aplats, c'est-à-dire c'est pas du clair-obscur, quand il a été fini, quand je l'ai vu, et surtout quand il a été photographié isolément, je me suis dit, il a une intensité, c'est vrai. Je l'ai reçu, je ne saurais pas le refaire, alors rassurez-vous. Tandis que celui-là, beaucoup moins, il est plus saltimbanque, si vous voulez. Mais c'est vrai, on m'a souvent fait remarquer, on a voulu même en faire une image uniquement en découpant ce visage, qui, en appliquant les mêmes lois, d'une manière peut-être moins scolaire, rechercher la petite sensation. Il y a un moment donné où j'ai dû arrêter, je me suis dit, bon, stop, ça va comme ça. Peut-être quelqu'un de moins sensible m'aurait dit, c'est fini. Il n'y a rien de pire pour un peintre quand il avait son tableau. C'est fini, vous avez fini. Oui, j'ai fini, parce que ça peut rester comme ça. Ça se sent ou ça ne se sent pas. Et puis le dernier, c'est aussi le même rythme des visages, où celui-là aussi m'avait semblé venir d'un ailleurs, sans que ce soit concerté de nouveau. Tandis qu'on voit ceux qui sont plus artificiels, c'est-à-dire, alors il y a déjà ils ont besoin de plus d'expression pour pouvoir exprimer ce qu'ils expriment. Mais c'est tout à fait... c'est sans prétention que je voulais vous montrer ça, parce que, après ces immortels chefs-d'œuvre que vous avez vus, parce qu'il me semblait que ça illustrait maladroitement, des fois on apprend plus en décortiquant d'une manière maladroite. Voilà. Comme il nous reste un tout petit peu de temps, je veux vite finir de façon à ce qu'on n'ait pas à recommencer la prochaine fois, à passer alors l'illustration du début de la Splendor Veri. Alors c'est ce Splendor Veri, c'est-à-dire le beau de la technique. Il y a quelques clichés. J'aurais voulu avoir
les meilleures photographies du monde. On voit du reste, c'est une collection qui faisait les murs entiers de chambres dans une villa. Il y avait mais c'était à hurler, époustouflant. Malheureusement, le photographe que j'avais n'était pas très habile, il ne m'a pas fait quelque chose de très représentatif. Mais j'ai commencé par lui faire photographier les vieux modèles. C'est pas encore une belle machine, c'est un peu émouvant, c'est vrai qu'il y a une poésie extraordinaire. Du reste, dans les vieux tacos, quand on fait des rallyes avec des vieux modèles de voitures, c'est charmant, on s'habille en vêtements de l'époque, mais on ne peut encore pas dire que c'est la locomotive qui vous souffle, parce qu'alors elle est irréprochable. Celle-là, elle est reprochable, parce qu'on demande si tout ça c'est bel et bien fonctionnel, surtout avec cette petite guérite. Alors il y aura 2-3 exemples de locomotives primitives pour se remettre en mémoire les tâtonnements pendant des années. On ne savait pas très bien comment tout ça s'agence pour être efficace, c'est-à-dire pour être vraiment la copie conforme de l'idée créatrice. Là, c'est très mal photographié de nouveau. C'est un train, j'aurais tellement voulu parce qu'il était tellement drôle. On a encore les formes des diligences dans les wagons. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Le temps d'air et puis la locomotive qui est encore la plus primitive de toutes. Voilà encore, c'est la même que tout à l'heure, alors tu peux passer. On va arriver quand même à des modèles plus fonctionnels, donc plus vrais. La splendeur Véry. Non, c'est encore une vieille. J'aurais pu commencer par celle-là, parce qu'alors vraiment c'était. Mais ça devait être assez émouvant pour nos ancêtres. Là, c'est de nouveau une ancienne. On se demande ce qu'on allait faire sur cette guérite, sur cette balustrade. Voilà, celle que j'aurais voulu être parfaitement photographiée. Il y en avait une muraille entière, les 4 murs d'une chambre, hein, et c'était des modèles de 50 à 80 cm et toutes fonctionnelles, dans le sens qu'elles sont toutes en état de marche. Alors ça, il y en a pour des millions. Alors là, on était soufflés. Certains étaient des locomotives en noir, celle-là en noir, pour des raisons de rentabilité. C'est dommage, c'est presque... Enfin, je fais avec les moyens du bord, mais si j'avais la possibilité de refaire toute l'illustration de ce cours, je vous garantis. Alors maintenant, on va passer aux voitures pour montrer cette fantaisie extraordinaire qu'avaient les premiers modèles. On ne savait pas du tout comment on allait se diriger. Ce n'est pas encore les modèles qui sont uniformes aujourd'hui. Regardez ce que c'est drôle, il y a le tilbury derrière, c'est-à-dire qu'il y a le chauffeur qui est ici, qui est un conducteur, il n'y a pas encore le volant, c'est un manche à balai, et puis les clients sont derrière. C'est uniquement pour rigoler. Alors là encore, on n'est encore pas débarrassé des formes que l'œil semblait imposer. Alors c'est émouvant, j'aimerais beaucoup faire la traversée des Alpes comme au siècle passé avec des machines comme ça, qui ressemblent à des diligences, mais ça n'est pas encore la vraie voiture. Là, on s'en approche, les modèles commencent à converger, c'est-à-dire à devenir un peu semblables, et puis je crois que je n'ai qu'un modèle qui illustre la voiture aujourd'hui. Voilà, c'est un modèle un peu surréaliste. Qu'est-ce que c'est ça? Peu importe. Toujours est-il que vous suppléez parce que c'est un peu déficient comme présentation. Mais enfin, c'est le modèle futuriste où alors on a une économie de moyens, on a quelque chose qui est ramassé et qui est performant, fonctionnel. Ah oui, j'ai encore mis un avion qui n'était encore pas les chauves-souris qu'on avait tout au début de Adair, c'est-à-dire alors vraiment c'était inspiré des oiseaux. Là, c'est déjà un peu mieux. Puis alors, les avions modernes, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de les illustrer. Je crois que ça, c'est le dernier cliché. C'est celui, oui. J'avais très peu de moyens, mais je voulais montrer le bateau fonctionnel, le présent et le passé. Évidemment, celui-là est assez émouvant avec sa roue à aube derrière. Même s'il n'était pas rouillé, probablement il est en mauvais état, mais on sent tout de suite le primitif et puis le fonctionnel, ce que c'est devenu. Mais j'aurais bien préféré avoir ces immenses transatlantiques avec des lignes d'une beauté et d'une efficacité extraordinaire. Mais je n'avais pas les moyens. Voilà ce que je voulais vous dire sur le beau de l'un. Encore une chose,
Et ce sera ma conclusion. Pourquoi, alors tu peux éteindre, pourquoi le beau de l'un, pourquoi est-ce que c'est pas, l'art, c'est pas le beau du vrai, puisqu'il y a une certaine vérité? Pour une raison très simple qui est résumée dans cette phrase de Mattila Ghica dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette géniale mathématicienne qui a écrit le livre les proportions dans la nature et dans l'art. Il est impossible de bien combiner deux choses, parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire de la musique avec une note, il en faut deux, au minimum. Il en faudrait beaucoup plus. Vous ne pouvez pas faire un tableau avec une couleur, il en faut deux, il faut un rythme. Alors, il est impossible de bien combiner deux choses sans une troisième. Il faut entre elles un lien qui les assemble. Il n'est pas de meilleur lien que celui qui, de lui-même, et des choses qui l'unit fait un seul et même tout. Or, telle est la nature de la proportion. Le beau de l'art, c'est lorsque je peux dire, oui, ça va ensemble. Ils sont proportionnés. Il y a une unité. Il y a une fausse note lorsqu'il y a un élément que je n'arrive pas à intégrer. Une couleur, une forme qui jure, comme on dit. Donc, il y a beauté de l'art lorsqu'il y a unité, lorsque j'ai le sentiment, comme dans une symphonie, comme dans une... C'est tellement évident en musique que ça ne fait qu'un tout. Mais sitôt que je n'arrive pas à relier les éléments entre eux, il y a des musiques dans lesquelles, en tout cas moi, qui suis alors tout à fait inculte dans ce domaine, je n'arrive pas à entrer, parce que je ne vois pas pourquoi tel son, il va bien avec tel autre. Je ne dis pas que c'est grinçant, je ne comprends pas, je ne vois pas l'unité. Or, en art, le principe du beau, c'est l'un, parce que cette fameuse idée créatrice, c'est des reflets morcelés, kaléidoscopiques, de cette unité absolue qu'est l'esprit en nous, qui fait mon unité. C'est bien le beau de l'un. C'est ce que je voulais vous dire dans cette conférence sur l'esthétique.